Alors, bienvenue dans la balade matinale appelée les omelettes. Même si on n'en a pas consommé, on a écouté, on a essayé de sentir l'odeur dans la voix que Moi, tu as. je n'ai rien senti, je veux goûter. Moi, j'ai salivé. En tout cas. Après ces omelettes, on va parler maintenant du thème, le mensonge, les impacts du mensonge sur l'enfant. Et Eugénie Gadedisso, directrice d'Africaine, nous a rejoint. Eugénie, bonjour. Bonjour Edwige et bonjour à tous les fidèles auditrices, auditeurs de Gina. Et toutes mes excuses pour le retard. Non, on comprend. Alors, c'est le rouge aujourd'hui. Hein. Oui. C'est quoi le message qu'on veut? C'est maintenant de mon fête l'amour. En avril? Oui. Parce que quelqu'un m'a fait poisson d'avril. Par rapport à l'amour? Demande en mariage. Oui. Et il m'a dit, je t'aime Eugénie, veux-tu être ma femme? J'ai dit oui. Et à 12h. En oubliant que c'est le premier. À 12h, il m'a dit c'est poisson d'avril. J'ai dit en tout cas, moi j'ai déjà dit oui. Très bonne blague, en tout cas. Le poisson d'avril ne passe plus, hein, parce qu'il fait chaud à Lomé, on va dire. La vie est chère, donc quand vous envoyez votre poisson d'avril, là, c'est qu'on va vous tuer à la fin. Voilà, alors le thème d'aujourd'hui, c'est le mensonge, l'impact du mensonge sur l'enfant. D'abord, quand on parle de mensonge, qu'est-ce qui doit nous venir en tête? Félicité. Quand on parle de mensonge, il faut dire que celui qui ment, il a déjà préparé son mensonge. Peut-être pour échapper à quelque chose. Le mensonge, ce n'est pas quelque chose qui tombe sur la personne. Ah, j'ai menti, non. La personne a préparé sa défense peut-être, ou bien veut se faire estimer plus. Ça veut dire que la personne n'a pas confiance en soi. Donc, il faut dire que moi, je vis dans une maison à étage, 2 étages. J'ai de la climatisation dans ma cuisine et tout, pour que l'entourage me considère. Donc, d'accord. Oui, donc, le mensonge, ça ne vient pas tout droit. C'est déjà bien réfléchi. Et il y a des gens qui sont spécialistes. Alors, pourquoi une personne décide de se tourner vers le mensonge ou bien d'adopter un mensonge? Il faut être sincère et honnête. Il arrive parfois qu'on ment. Et ça, ce n'est pas pour faire du mal, mais parfois des situations obligent à mentir. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais si on est honnête, je ne sais pas, je ne connais personne sur cette terre qui va dire qu'il n'a jamais menti de sa vie. Tout le monde ment. À un moment, nous mentons tous. Mais c'est quand c'est devenu une habitude pour vous, quand chaque fois il faut mentir, même quand on vous demande qu'est-ce que vous avez mangé, et vous mentez, c'est là que c'est un problème. Sinon, le mensonge fait partie de la vie. Et c'est quand on prend l'habitude de mentir à chaque fois qu'il faut se poser de questions pour savoir si cette personne-là n'a pas un souci avec la vérité. J'ai entendu quelqu'un dire, au lieu de dire à la personne, tu mens, que je pense que toi tu as un problème avec la vérité, hein? Pour dire en fait que la personne ne fait que mentir. À chaque fois il ment. Et lui, par exemple, il perd de toute sa crédibilité devant les gens. Quand il commence par raconter quelque chose, on se dira, bon, est-ce que ça là, il faut croire? Est-ce que ce n'est pas encore tes mensonges? Donc, il y a des situations, on ment. Après, on pourra dire la vérité. Mais l'ériger en règle, en habitude, c'est ça qui pose problème. Alors, à quel moment le mensonge devient un danger pour sa propre personne? Moi, je dis souvent que le mensonge devient un danger pour sa propre personne quand on commence par croire à son propre mensonge. D'accord. Je sais que je mens, mais je crois. Quand vous mentez aux gens, très souvent, les gens ne savent pas que vous êtes en train de mentir. Mais quand vous-même, vous commencez par croire en votre mensonge, là, ça devient un grand danger pour vous-même. C'est ce que moi, je dis souvent. Et puis, lorsque vous mentez, par exemple, quand les parents mentent aux enfants, ça veut dire que les parents sont en train de semer les graines du mensonge. Et ça peut devenir un grand danger pour les parents, pour les enfants et pour l'entourage même. Eugénie, le danger, à quel moment un mensonge peut devenir un danger pour la personne qui ment? Quand on devient mythomane. La mythomanie, c'est le fait de mentir à chaque fois. Une personne qui ment à chaque fois devient mythomane. Et je pense que quand vous mentez, vous perdez de votre crédibilité et vous êtes un danger. Si à chaque fois il faut qu'on se pose des questions sur ce que vous dites,
c'est que vous êtes un danger pour les autres et pour vous-même. Il aura ou il arrivera des situations où vous serez en train de dire la vérité, mais personne ne vous croira parce que vous avez pris l'habitude de mentir et vous êtes en danger. Si, par exemple, vous êtes dans une société ou dans un environnement, il y a une personne qui vous accuse, vous avez fait ci, et vous, comme on vous connaît menteur, vous direz non, je ne l'ai pas fait, mais on dira on dira que vous l'avez fait. Que vous l'avez fait effectivement. Et le danger, c'est que si on doit vous punir, on vous punit et vous allez payer pour quelque chose que vous n'avez pas fait justement parce que vous avez l'habitude de mentir. Et ça, c'est un danger. Et aussi, quand l'invité Félicité parlait donc du fait qu'on se ment et soi-même, on est conscient qu'on ment, mais on se convainc qu'on est en train de mentir. On baigne dans le mensonge. Oui, ça aussi, ça arrive. Ça arrive quand, par exemple, vous n'avez pas une licence. Je connais une amie, elle n'a pas pu se tenir, mais elle a fait convaincre à ses parents qu'elle l'a eu. Mais comment avoir du boulot d'ailleurs? Ça, bon, elle va régler ça après. Mais ça, elle s'est convaincue d'abord qu'elle a eu, parce qu'elle se dit, j'ai fait les 3 ans, j'ai écrit mon projet professionnel, et voilà, je n'ai pas eu l'occasion de soutenir, c'est tout. Mais j'ai eu ma licence. Et le papier. Justement, dans la réalité, elle ne l'a pas eu. Mais elle s'est convaincue qu'elle a eu. Elle est allée dire à ses parents qu'elle a eu et tout le monde l'a cru. Oui. C'est quand justement les parents vont lui trouver un travail et qu'il faut apporter le diplôme qu'elle sera obligée de dire non, j'ai menti. Voilà, on a compris un peu le concept du mensonge. C'est-à-dire que celui qui ment a déjà réfléchi à ce qu'il doit dire avant de dire que voilà, c'est un mensonge, c'est ça. Non, donc, pas forcément. Hein. On peut mentir sans se rendre compte. Pas forcément. Non, on se rend compte, mais on ne prépare pas parfois le mensonge. Ça arrive comme cela? Oui, on vous pose une question, vous ne vous y attendez pas, vous mentez et après vous savez que vous vous rendez compte que vous avez menti. Je ne sais pas si on peut trouver un exemple, par exemple. Ce matin, est-ce que tu as fait du footing? Oui, j'ai fait du footing, j'ai parcouru 50 km. Alors que ce n'est pas le cas. Oui. Peut-être que vous avez fait un programme avec la personne, que chaque matin, on va faire ceci, cela, mais vous ne l'avez pas fait. Oui. Mais maintenant... Ok, ça arrive. D'accord. Maintenant, on va revenir sur le thème de la semaine, puisqu'on voulait comprendre un peu ce que c'est que le mensonge, qu'est-ce que cela implique. Mais est-ce que, avant de parler de l'enfant, est-ce que l'homme peut se sentir à l'aise et évoluer en étant toujours dans le mensonge? C'est là où intervient l'histoire du mythomane. Parce que, bon, apparemment, la mythomanie, je pense que c'est une maladie. C'est à force de mentir, on devient maître dedans, on devient responsable et on continue. Mais est-ce qu'on est toujours à l'aise? Je ne pense pas qu'on peut être à l'aise en mentant régulièrement parce que à chaque fois, vous allez vous demander est-ce que quelqu'un ne va pas me surprendre en train de pour savoir que ce que j'avais dit c'est pas ce que je suis en train de faire et autres. Donc on marche mais on regarde toujours derrière son épaule pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui voit avec un troisième œil pour voir si je fais ceci, mais on ne sera pas à l'aise dans le mensonge. Eugénie? Oui, c'est ça. Quand vous mentez, c'est que vous-même vous n'êtes pas libre. Vous ne serez pas libre de vos mouvements, vous ne serez pas libre de vos réflexions. Si vous dites une chose aujourd'hui, demain, quand on vous interroge sur le même sujet, vous devez faire attention à ce que vous vous rappelez de ce que vous avez dit hier pour qu'il n'y ait pas de différence. Et ça, c'est un travail que vous donnez à votre esprit. Et vous n'êtes jamais libre. Vous n'êtes jamais libre. Et surtout sur des faits concrets. Je veux donner un exemple. Par exemple, justement, quand vous dites que vous habitez à la Caisse, le quartier résidentiel Caisse, et que demain, vous devez aller avec vos amis ou vos confrères chez vous à la maison, en ce moment, vous commencez par réfléchir, à trouver des astuces, à se demander qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et vous n'êtes pas libre. Vous êtes constamment sous pression. Et ça amène certaines personnes à être nerveuses, justement parce qu'elles savent qu'elles mentent chaque jour, qu'elles mentent quotidiennement. Et quand on veut les attraper, elles font tout pour échapper, mais au final, elles s'en sortent avec beaucoup de pression, beaucoup de difficultés. Et je ne sais pas si cela
peut avoir des conséquences sur l'état mental de la personne. De la personne. Oui. Et quand on parle de l'adulte, il y a l'enfant qui prend beaucoup plus de coups quand il s'agit de mensonges. Alors, de nombreux parents mentent à leurs enfants. C'est le constat qui est fait. Pourquoi un parent peut mentir à son enfant? Bon, les parents ne doivent pas mentir à leurs enfants, moi je crois. Mais il y a des petites choses qui se passent très souvent à la maison, mais on ne sait pas qu'on est en train de mentir. Par exemple... Attends, un parent ment, mais ne sait pas qu'il est en train de mentir. Il y a des mensonges qui sont bien. Hein. Par exemple, tu es là, mais il y a quelqu'un qui vient te chercher, on sonne, tu dis... C'est que je ne suis pas là. Que je ne suis pas là. Est-ce que c'est un bon réflexe? C'est pas un bon réflexe. On le fait, hein. On le fait tous. C'est là où je dis que nous mentons tous. On le fait tous, hein. Mais c'est qu'on ne sait pas qu'on est en train de mentir. De mentir, et puis on est en train d'éduquer l'enfant au mensonge. D'accord. Et il y a des enfants intelligents, ils viendront te dire, bon, maman m'a dit de te dire qu'elle n'est pas là. Oui. Non, mais... Pourquoi un parent décide de mentir à son enfant? Il y a des degrés de mensonge. Allons-y. On commence par le petit degré. Primaire, c'est quand vous dites à votre enfant, par exemple, que manger bonbon, non seulement manger bonbon, par exemple, va faire que tu ne vas pas grandir, que tu vas rester petit toute ta vie. C'est un mensonge. Mais c'est... C'est pour décourager l'enfant. Oui, là, ce n'est pas grave. Mais pourquoi ce n'est pas grave selon vous? Quand votre enfant est habitué à manger des sucreries tout le temps et que vous savez que cela a un impact sur sa santé. Mais est-ce que ce n'est pas mieux de lui dire l'impact qu'il y a sur sa santé que de dire qu'il ne va pas grandir? Non, quand vous dites par exemple aux enfants d'aujourd'hui, tu auras mal au ventre. Moi, mon fils, par exemple, tu lui dis ça, il va te dire, quand j'aurai mal au ventre, on va aller à l'hôpital. Oui, il va te dire qu'on va aller à l'hôpital si j'ai mal au ventre. Ça veut dire que les enfants d'aujourd'hui ont besoin un tout petit peu de mensonge sur certains faits. Ça, par exemple, moi, je me permets de mentir. Pour pouvoir le protéger, pour sa santé. Mais même nous, quand on était plus jeunes, on nous a dit que les Indiens ne jouaient pas parce que entre-temps, ils ont la sorcellerie. Oui, il y a de ces mensonges qu'on nous dit quand on est petit, que moi, je ne trouve pas que cela puisse avoir d'impact sur l'enfant. Okay. Mais non. L'autre degré, c'est quoi? L'autre degré, c'est quand vous impliquez l'enfant dans votre mensonge. En quoi faisons? Vous avez donné l'exemple tout à l'heure. Vous êtes à la maison, on sonne à la porte, vous demandez à l'enfant d'aller dire à la personne que vous n'êtes pas là. Vous mentez, mais vous impliquez l'enfant dans votre mensonge. C'est là le danger. L'enfant grandit en maîtrisant un peu les tactiques ou bien les systèmes de Justement. Quand on sonne et que vous n'avez pas envie de voir la personne, cherchez quelqu'un d'autre pour faire ce travail. N'impliquez pas l'enfant. C'est quand on implique les enfants dans les mensonges, c'est là que moi je pense qu'il y a un problème. Sinon, les petits mensonges... juste pour décourager l'enfant, entre parents et des enfants, sucreries et tout ça. Voilà. Il y a des enfants qui, par exemple, vont vous dire dimanche, on va aller au parc, mais vous n'avez pas assez d'argent. Vous lui dites, je n'ai pas d'argent. Il va te dire, ce n'est pas l'argent dans ton porte-monnaie, ça. Mais toi, tu as fait une planification et ce n'est pas pour le parc. Mais tu peux lui dire, par exemple, que le parc est fermé. Mais pourquoi ne pas lui dire pourquoi la prévision du portefeuille? Non, écoute, tu as 5 000. Tu vas dire, bon, les 5 000 là, je dois acheter Douévi, je dois acheter... Mais tu expliques à l'enfant. Il faut impliquer l'enfant dans la gestion des finances, non? Oui, je suis d'accord avec vous, hein. Mais c'est une réalité. Et donc, vous êtes obligé de dire que le parc est fermé. Déjà, vous êtes nerveuse que vous n'avez pas suffisamment d'argent. Et vous le serez encore plus en expliquant. Parce que il pose une question, vous répondez, c'est que vous allez tenir une discussion de 10 minutes. D'accord. 20 minutes. Maintenant, le troisième degré qui est ce qui est mauvais. C'est quand vous mentez sur des choses que l'enfant même sait que c'est vrai. Où est papa? Ton papa est où? Que non, tu n'as pas de papa. Oui, l'enfant sait que papa et maman sont restés ensemble pour que moi je vienne. Maintenant, il te demande où est mon papa. Tu dis, tu n'as pas de papa. Ça n'a pas de sens. Ce mensonge va suivre l'enfant toute sa vie. Il saura que maman ne dit pas la vérité. Moi, j'ai dit à mon fils, il m'a dit, une fois tu mens. J'ai dit non, on ne dit pas maman, tu mens. Tu peux me dire que tu ne dis pas la vérité, je suis d'accord. Mais ne me dis pas que tu mens.
l'enfant saura que vous êtes menteur. Oui. Même si demain vous lui expliquez ce qui s'est passé avec son papa, il vous dira que la première fois vous avez menti. Et donc c'est toujours un mensonge. Et il va partir dire à ses amis que ma maman est menteur. Alors, félicité. Bon, voilà les degrés de mensonge chez Eugénie par rapport à l'enfant et à votre niveau. Bon, pour les degrés, on va rester sur les 3 degrés. On va en parler. Bon, pour le mensonge mineur, bon, ça peut être... Est-ce qu'il y a un mensonge mineur? Bon, par exemple... Ah oui, hein? Par exemple, ce qu'elle dit, que quand tu manges... Dans notre enfance, on nous disait que quand tu avales les graines, les pépines d'orange, oui. l'oranger va pousser dans Oui. la tête. Juste vous expliquer que c'est dangereux. Voilà, que c'est dangereux. Donc, ça au moins, c'est pour protéger les enfants. Et avec le temps... Donc ça, c'est un mensonge mineur à accepter. Oui. Moi, je peux accepter Même si je ne ça. suis pas d'accord avec vous. Mais d'accord, maintenant. Maintenant, à partir du 2e degré, je ne suis pas d'accord. Il faut impliquer les enfants, il faut leur expliquer vraiment ce qui se passe, impliquer l'enfant. Comme on veut l'impliquer dans la vérité, il faut lui dire la vérité, lui exposer tout, faire le programme avec l'enfant, ne pas lui mentir. Par exemple, peut-être qu'il y a d'autres enfants, ses camarades aussi, qui vont aller au parc. Quand vous lui dites que le parc est fermé, que le lundi matin, il se retrouve. Pourquoi toi, tu n'étais pas venu? Il dit que ma maman m'a dit que le parc était fermé. Oui, quand moi j'étais là-bas, le parc était fermé. Peut-être quand je suis partie, ils l'ont ouvert. Ça fait rire, mais c'est qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui portent les séquelles du mensonge sur leur vie. Aujourd'hui, on a parlé des types de mensonges qui reviennent souvent à la maison, qui reviennent souvent dans le quotidien des enfants. Mais je posais la question, pourquoi ne pas expliquer simplement à l'enfant la situation qu'il y a que d'aller vers le mensonge? Il faut expliquer. Il faut juste expliquer. Par exemple, on prend un petit exemple. Le papa est en prison. L'enfant demande au papa, tu lui dis, il a voyagé. Il a voyagé. Non, avec le temps, l'enfant saura que c'est quel voyage papa fait, il ne revient pas, il n'appelle pas. Donc, il faut dire à l'enfant, papa est en prison. Voilà la situation parce qui s'est que présentée. lui, papa est en prison parce qu'il a fait une bêtise. Comme toi aussi, tu es puni. Oui, comme toi aussi, tu es puni quand tu fais des bêtises. Quand les grandes personnes font des bêtises, elles sont punies aussi. C'est pour un temps. Tu peux lui expliquer. Et si ça doit durer, on peut même amener l'enfant pour visiter. Moi, je crois que ce sont des vérités qu'on doit dire, ne pas les camoufler pour qu'avec le temps, l'enfant découvre que ce n'était pas ça la vérité. Sur cet exemple, par exemple, moi, j'aurais du mal à le faire. Pourquoi? Et je ne peux pas l'expliquer parce que déjà, c'est une situation triste. Et ça dépend aussi de l'âge de l'enfant et du degré de maturité de l'enfant. Vous dites à un enfant, ton papa est en prison parce qu'il a fait une bêtise, son papa va revenir après et cette histoire va rester dans sa tête toute sa vie. Vous pouvez choisir aussi de vous taire, ne pas mentir, mais ne pas dire non plus la vérité. Et quand il va continuer à poser la question, votre enfant vous demande papa est où? Papa est absent pour un temps. Vous n'avez pas dit là où il est. Vous n'avez pas menti. Il est absent justement. Jusqu'à quand? Si c'est 10 ans, vous allez dire qu'il est absent. Jusqu'à ce que vous voyez capable d'expliquer à votre enfant pourquoi votre papa ou ton papa est absent. Est-ce que ce n'est pas parce que vous vous dites que c'est un enfant et que vous êtes déjà touché par l'événement que vous dites que l'enfant ne peut pas comprendre? Est-ce qu'on ne se met pas à la place de l'enfant alors que plutôt il faut écouter l'enfant? Je vais vous donner un exemple avec mon fils. Il avait 4 ans. Il n'avait même pas encore 5 ans. Et un après-midi de dimanche, on était en train de s'amuser, discuter. Et puis il me dit, il me pose une question. Maman, pourquoi toi et papa vous n'êtes plus ensemble? Mais le temps pour moi de réfléchir, parce que je ne me retrouvais pas. Quoi? C'est qui me pose la question en fait? Mais le temps que je réfléchisse et que je réagis, il dit, moi je sais, parce que vous n'êtes plus amoureux. Cet enfant, par exemple, je peux lui expliquer des choses parce que je sais qu'il comprend. Mais un enfant qui ne comprend pas grand-chose, qui n'a pas un esprit vif, vous allez lui expliquer la vérité, vous allez lui dire la vérité, lui expliquer les choses
Mais l'impact que vous allez créer après, je pense, sera plus grand que si vous ne lui dites pas réellement ce qui se passe. Je ne suis pas psychologue, mais c'est ce que je pense en fait. On aura un psychologue dans la semaine pour comprendre les choses. Mais quand j'ai discuté avec certaines personnes, c'est que on se dit, c'est un enfant, il ne peut pas comprendre la situation qui est là. Et donc, puisqu'on est dans des situations inconfortables, dans des faits inconfortables, c'est difficile d'expliquer le problème à l'enfant. Est-ce que d'abord, en tant que parent, on ne doit pas accepter d'abord cette situation inconfortable avant de le faire adhérer à son enfant? Oui, moi je pense que oui, parce que le mensonge a toujours un impact négatif tôt ou tard sur la vie de l'enfant. Si tu lui caches aujourd'hui que tu lui expliques 5 ans après, ça fait que, bon, tu vas dire que maintenant il a 10 ans, je peux lui expliquer maintenant, alors qu'il a des camarades aussi. Et dans les discussions et autres à l'école, il y a des gens qui se posent des questions. On lui pose la question, il revient à la maison te poser la question, tu lui donnes une réponse qui ne le satisfait pas. Mais il se tait, il retourne, il subit toutes les réactions de ses camarades et autres. Il est en train de mûrir ça. Il va essayer de l'accepter comme si c'était la vérité. Mais avec le temps, si tu ne sais pas faire, ça va créer vraiment un fossé entre vous deux. Parce que c'est vous qui mentez. Peut-être que c'est toi qui as tué papa, tu ne m'as pas dit. Et c'est chez les gens que j'ai appris que c'était ça ou bien tout. Moi, je pense que si l'enfant déjà a posé la question, ça veut dire qu'il est prêt à accepter la vérité. Il a déjà une information quelque part. C'est qu'il est prêt à accepter la réponse que tu vas lui donner. Il faut lui dire la vérité. Maintenant, c'est la vérité qui soit se dire par rapport à la maturité ou bien à l'âge de l'enfant. Comment expliquer? Commencer par expliquer. 2 ans après, tu sais, je t'avais dit, quand tu avais 4 ans, je t'avais dit ceci. Maintenant que tu es en train de grandir, tu peux encore lui expliquer à fond et autres. Maintenant, on va commencer par aller voir papa. Parce que il y a garde partagée ou bien quelque chose, on ne sait pas. Donc, au fur et à mesure, il faut lui inculquer ça. Moi, je crois que c'est mieux. Voilà, il y a certaines mères, surtout quand on prend les mères qui ont vécu seules, qui décident de ne rien dire du tout par rapport à la paternité de l'enfant. Et c'est quand l'enfant grandit que l'enfant se rend compte d'une situation, bien qu'il croise quelqu'un qui lui parle de son papa. Et ça, la dernière fois, Juanita a donné un exemple. Il y a un jeune avec sa maman, il a décidé de ne plus parler à sa maman. Quand il a grandi, il est adulte aujourd'hui, il a créé son monde, sa maman dans son monde. Et la maman souffre aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas parce que on se dit que non, que c'est un enfant, je suis en train de le protéger? Jusqu'à quand la protection doit s'arrêter? Non, mais dans ce cas, par exemple, elle est en train de protéger l'enfant par rapport à quoi? À son papa? Par rapport à une situation qu'elle n'a pas su expliquer dès le départ. Fait qu'étant adulte maintenant, il a créé son monde. La maman, pour arriver voir ses enfants, il peut décider de voyager pour que la maman arrive voir juste avec ses petits-enfants et sa femme. Mais lui ne sera pas présent. C'est-à-dire qu'en sans présence, la maman n'existe pas. Non, mais je pense que le problème est profond. Voilà. Et est-ce que ce n'est pas parce qu'on se dit, je suis en train de le protéger, il n'est pas encore âgé, si je lui parle de ça, à quel moment la protection doit s'arrêter? Non. Quand l'enfant, vous savez, vous sentez que l'enfant est prêt à comprendre ou comprend mieux les choses, vous lui expliquez. Les enfants d'aujourd'hui, à 5-10 ans déjà, vous devez lui expliquer la situation, lui dire où est son papa et pourquoi son papa ne vient pas, même si c'est difficile, vous lui expliquez ça. Mais grandir dans le mensonge. Et c'est ce que je disais entre-temps. L'enfant sait que vous mentez, mais vous continuez par lui mentir. Et au final, c'est le résultat qu'on aura. Quand les mamans privent leur enfant de leur papa, je trouve cela absurde. Parce que, déjà, vos histoires ne concernent que vous. C'est-à-dire que papa et maman ont eu des difficultés. Vous réglez ça. L'enfant n'a rien à voir avec vos problèmes. Et quand vous mettez l'enfant dans vos problèmes, le résultat sera ça, le traumatisme que cet enfant a et qu'il essaie d'extérioriser envers sa maman. Je pense que ça, c'est mineur. Mais si vous fouillez très bien, il aura des comportements envers sa femme qui auront trait
avec le conflit qu'il a eu avec Il y a sa maman. certains qui ont décidé de ne pas se mettre en couple. Justement. Que la femme, c'est un problème. Justement. Juste à cause des histoires avec la maman. Moi, je ne peux pas comprendre ça. L'enfant a besoin de son papa. Ce n'est pas parce que vous n'êtes plus ensemble que, bon, vous direz que mon fils n'ira pas ou que il y a une autre femme dans sa vie. Moi, j'ai toujours dit... J'ai toujours dit... Et ça, par exemple, à un moment, quand tu viens chez moi et qu'on doit parler de ma situation et qu'on doit parler du papa de mon fils, je refuse. Si l'enfant est là, je refuse. Je ne veux jamais parler mal de son papa. Voilà. Parce que je sais qu'il porte son papa et qu'il est là. À chaque temps, il veut voir son papa. Et je ne peux pas priver un père de son enfant et je ne peux pas priver un enfant de son papa. Ce n'est pas normal. Et vous allégez la tâche d'abord. Si vous savez que, par exemple, un papa, même si il n'a pas grand-chose, même s'il ne peut pas faire grand-chose, le simple fait d'appeler son enfant, déjà lui dire: maman m'a dit que tu as fait ci, je n'accepte pas. Ça, c'est une responsabilité que vous donnez au papa. Et l'enfant saura que mon papa est présent dans ma vie. Vous avez des difficultés, réglez ça entre adultes. Mais tant que vous avez un enfant, permettez à l'enfant d'avoir l'amour paternel et d'avoir l'amour maternel. Ça peut prendre du temps pour arriver, 5 ans, 6 ans, mais 10 ans, faites en sorte que la situation soit réglée et que l'enfant comprenne qu'il y a papa aussi, il y a maman. À un moment, ils ne se sont pas entendus, la vie continue, mais les deux parents même. C'est important que l'enfant le sache. On s'arrête uniquement sur papa et maman, mais il y a l'action des grands-parents. Parfois, l'enfant se demande où est ma grand-mère, où est mon grand-père, et puis on se dit non, ce n'est pas la peine. Alors qu'il y a un problème qui existe, qui fait que vous n'avez pas d'ouverture avec vos parents. À ce niveau-là, est-ce qu'il faut continuer pas mentir à l'enfant? Il ne faut pas mentir aux enfants. Là, il va falloir qu'on bannisse vraiment ça. Il faut trouver un moyen pour expliquer le problème à l'enfant et le mettre devant le fait accompli par rapport à son âge et à sa maturité. Parce qu'aujourd'hui, nos histoires d'église et autres là font que nos parents sont devenus de gros sorciers du village et qu'on ne veut pas que les enfants les approchent. On cherche un mensonge pour dire à l'enfant de ne pas aller les voir et autres là. Mais il va falloir quand même que... Mais si c'est un problème, comme ce qu'on est en train de dire, l'histoire là, je crois que le papa l'a bien fait. Avec le temps, il faut qu'il explique aux enfants pourquoi lui-même il voyage lorsque grand-mère vient, parce qu'ils ne sont pas dans le même pays. Il va falloir qu'il explique ça aux enfants. Il va falloir que la grand-mère aussi sache quoi dire aux enfants. Quand la maman ne sait même pas qu'il est rentré ou pas. Voilà. Mais dans ce cas, par exemple, je pense que le papa est très gentil. Hein. Sinon, il allait même refuser que la maman vienne visiter les petits. Ouais, un enfant qui découle d'un viol. Comment on aborde ce sujet avec cet enfant? Ça, en tant que mère. Compliqué. Oui, parce qu'il y a ces cas aussi. Oui, il y a ces cas. Je me rappelle d'une amie qui était réfugiée. Ils sont venus d'un pays voisin où il y avait la guerre. Et elle était venue avec un enfant de 9 ans. Ils ont fait 3 ans ici au Togo avant je ne sais même plus là où ils sont maintenant. Avec le temps, elle a eu le courage d'expliquer à l'enfant que ce n'est pas parce qu'il y a eu la guerre qu'ils se sont séparés avec son papa, mais qu'elle a été violée, donc elle est seule, le papa et la maman. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'ils sont étrangers ici, l'enfant ne connaît que sa maman et ils sont venus ici tomber sur nous qui sommes les autres. On n'a aucun lien de parenté. Et l'enfant, à chaque fois, par rapport à comment on vit à la maison, il était obligé de poser la question de savoir, son papa, il est où? Ou bien il est décédé pendant la guerre, quand ils ont quitté leur pays pour venir, papa est où? Pourquoi on ne peut pas l'appeler? Pourquoi il n'appelle pas? La maman a pris des semaines à réfléchir avec le conseil de tout un chacun pour expliquer à l'enfant qu'il était le fruit d'un viol. Ça n'a pas été facile. On a pleuré, il a posé plein de questions sur comment ça s'est passé. La maman n'arrivait même pas à expliquer parce que c'était une situation qu'elle-même essayait d'oublier. Elle ne peut pas oublier, mais elle essayait. Parce qu'il y a un enfant, elle ne peut pas l'oublier. Voilà. Et le traumatisme là était là. Et quand l'enfant a posé la question et autres, que c'était pas facile, mais elle a eu le courage de le faire. Et l'enfant a eu 11 ans avant qu'il ne quitte le Togo
ils étaient devenus amis. Mais Quand la maman, quand l'enfant a accepté? il a accepté d'une manière ou d'une autre. Avec le temps, il acceptera encore plus. Avec le temps, quand la maman est dans son coin en train de pleurer, il vient l'enlacer, lui dit tu ne peux pas pleurer. C'est une situation qu'on ne souhaite à personne. Mais bon. Eugénie, dans ces cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut dire la vérité à l'enfant. Hein? Oui. Il ne faut pas garder cela. Oui. On fait quoi? Je pense qu'on lui explique ce qui se passe. Parce que je sais que vous avez eu la chair de poule quand j'ai parlé. Franchement, je ne veux pas être dans ce cas. Je ne veux pas voir une femme souffrir et expliquer à son enfant ce qui se passe. Parce que l'exemple donné, c'est que la maman va se rappeler de ce qui s'est passé. Et l'enfant, avec ces questions, vont l'amener à expliquer des choses qu'elle ne va jamais vouloir revivre, ne serait-ce qu'en mémoire. Et ça, cet enfant, je ne sais pas quel travail les psychologues peuvent faire pour que cet enfant, accompagnement qui se fait. Puisse être bien portant. Mais la maman, l'enfant, tous les deux, ils ont besoin d'accompagnement, de suivi. Et je pense aussi que pour faire ça, par exemple, la maman doit se préparer et doit être guérie en quelque sorte d'abord avant d'aborder le sujet. Et je pense qu'à 10 ans, l'enfant va déjà à l'école. L'enfant sait qu'il y a parfois... Il faut suivre l'enfant pour voir comment il évolue mentalement et tout ça. Il sait par exemple qu'il y a des papas qui viennent chercher leur enfant et lui, par exemple, il n'a pas de papa qui vient. Et quand il commence par poser ces questions, c'est qu'il a commencé par comprendre la situation. Et je pense qu'avec l'accompagnement, donc autour de la maman, on pourra lui expliquer cela. Et franchement, je ne le souhaite à personne. Vraiment. Dans la maladie, quand un parent est malade et sait que cette maladie peut me conduire vers la fin, comment on aborde le sujet avec ses progénitures? Ouais, j'ai amené les questions aujourd'hui. Vous pensez que le mensonge ça s'arrête seulement, ne mange pas ceci. Non, mais quand vous êtes... je pense que ça, c'est gérable. Hein, parce que déjà, si vous êtes malade et que vous avez des enfants et qu'il faut leur dire la vérité, je pense que vos enfants, même s'il y en a qui sont tout petits, c'est gérable. On voit dans les feuilletons, dans les films, on dit oui, je suis malade, j'ai telle maladie, je vais partir rejoindre les anges au ciel. On essaie de peindre la situation en blanc au lieu de pleurer. Quand vous appelez les enfants autour, vous dites, vous savez, si vous êtes religieux, vous allez dire, vous savez, la Bible a dit que... voilà, il y a une vie après la mort. Je vais aller rejoindre Dieu au ciel. Oui, je vais aller rejoindre le Père au ciel. Vous dites ça comme ça. C'est vrai que le choc sera là. Mais il sera moins. Oui, c'est moins. Mais quand vous dites, bon, vous commencez vous-même à pleurer, je pense que les enfants autour vont aussi pleurer. Ce sera difficile à gérer. Le plus souvent en Afrique, on n'a pas ces habitudes-là d'échanger avec les enfants. Mais quand vous discutez, ayant travaillé avec certaines organisations, quand vous discutez avec les enfants, ou bien certains éducateurs, on vous dit, pour aborder ce genre de questions, posez la question. Si c'est un cancer, par exemple, demandez à l'enfant, qu'est-ce que tu sais du cancer? Et les enfants sont beaucoup plus informés que nous. Mais pourquoi on ne se rend pas compte de ça? Parce que ce n'est pas dans notre culture. Ce n'est pas dans notre culture. On ne sait pas comment le faire. Même si vous souffrez d'un cancer, chez nous ici, à quel moment nous-mêmes, on le sait. C'est quand il y a des hospitalisations et autres là, et puis on te dit que non, c'est à la dernière étape, il y a des médecins qui vont jusqu'à te donner peut-être 6 mois. Toi, mais tu n'as pas encore digéré ça, et tu vas appeler tes enfants pour leur dire que tu vas devenir ange au ciel. C'est pas possible parce que tu ne crois pas déjà. Je brille tout là-haut. Tu ne crois pas déjà. C'est aussi un cas aussi difficile d'expliquer aux enfants qu'on souffre d'une maladie, qu'on va mourir et autres là. Mais bon, je crois qu'il y a un travail à faire surtout pour que les deux parents, s'ils sont ensemble, donc peuvent discuter de la situation et petit à petit dans les discussions avec les enfants. C'est pour ça que c'est très important de communiquer avec les enfants pour que quand on vous appelle, papa t'appelle. Papa dit de venir. Ils sont où? Ils sont au salon. Tu fais quoi? Et toi?
Moi, je vais rien faire. C'est-à-dire, les enfants ont déjà peur que papa et maman les appellent. C'est quelle réunion? Qu'est-ce qui se passe? Non. Mais quand vous avez surtout les réunions de 5h du matin. Mais quand vous avez l'habitude de discuter avec l'enfant, quand vous les appelez, ils sont déjà là. Et petit à petit, vous pouvez mettre le sujet, filtrer ça petit à petit. Et avec le temps, eux-mêmes, ils vont vous accompagner. J'ai une amie qui souffre aujourd'hui du cancer de sein. Et sa fille a une seule fille. La fille est aussi âgée. La fille l'accompagne. J'étais allée chez elle et on a préparé la pâte. Elle dit, maman, tu vas manger avec Navi. Et elle a dit, oui, ok, d'accord. Donc, je t'amène ton médicament. Tu prends le médicament parce que de temps en temps, elle prend la pâte, mais c'est comme si 30 minutes après, elle a des douleurs atroces. Oui. Donc, comme elle voulait m'accompagner, donc la fille a dit, bon, je t'amène ton médicament. Pour éviter les douleurs. Donc, après avoir mangé, en même temps, elle a pris le médicament. Donc, ça veut dire que la fille est en train de se préparer. Bon, la mort fait toujours mal, mais elle sait déjà que sa maman souffre de quelque chose et comment l'accompagner et autres. Je crois que c'est la communication. Voilà. L'enfant adopté, vous en parlez? Ça n'existe pas trop chez nous. Hein. Ça existe. Oui, ça existe, mais ce n'est pas la même chose. Chez nous, par exemple, quand on t'adopte, c'est que quand tu as 5 ans déjà, tu sauras que tu es adopté. Oh oui, tu sauras que tu es adopté. Si tes parents même ou tes parents adoptifs ne te le disent pas, quand tu sors, dis-le qu'on l'envoie. Le quartier te dira que non, que toi, faut aller chercher tes parents, que ce ne sont pas tes parents. Donc forcément, déjà à 5 ans, préparez-vous à dire à l'enfant que tu es adopté. Pour éviter les chocs du dehors. Oui. D'accord. Alors, pour finir avec ce thème, quels sont donc on a parlé des effets, de l'impact du mensonge des parents sur l'enfant, mais qu'est-ce qu'il faut adopter comme comportement devant une situation? Je pense que ce qui est bien, c'est ce que nous allons dire. Je pense qu'un enfant n'a pas besoin de mensonge. L'enfant a besoin, soit vous vous taisez, soit vous lui dites la vérité. Et pour lui dire la vérité, quand vous savez que l'enfant aura un choc, vous préparez l'atmosphère, vous préparez l'environnement. Et s'il le faut, vous faites appel à des personnes avec qui il est très proche. Vous organisez peut-être une petite fête. Et après, vous voyez comment il est heureux et vous profitez pour glisser la vérité. Et ça dépend aussi de la vérité, le choc que l'enfant aura. Si c'est quelque chose qui est important et qui suivra l'enfant toute sa vie, je pense qu'il faut beaucoup de préparation. Vous-même, en tant que parent, vous acceptez la situation, vous vous préparez à ce que la vérité que vous aurez à dire à l'enfant, qu'il ne ressente pas du chagrin, de la peine en vous. Parce que si vous pleurez en disant une vérité à un enfant, il va vous suivre dans les pleurs. Mais si vous gardez votre sang-froid, vous êtes calme, posé et vous lui expliquez la situation, il sera calme aussi pour vous comprendre. Et s'il a des questions, il va les poser. Clairement. Aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui posent tellement de questions. Donc, préparez-vous à répondre à toutes les questions, même celles à laquelle vous-même vous n'arrivez pas à vous répondre. Et le mensonge, si l'enfant l'accepte aujourd'hui, demain, vous-même, vous ne serez pas libre en mentant. Demain, quand il va grandir, la vérité finit toujours par se savoir. Et quand il va grandir et qu'il saura que vous êtes menteur, c'est que vous aurez du mal la distance entre vous. Oui, à être ensemble avec votre enfant. Vous direz que c'est moi-même mon enfant que j'ai porté pendant 9 mois. J'ai pris du temps pour prendre soin de lui. J'ai fait des sacrifices et l'ingratitude. Or, vous avez préparé aussi la situation. Le mensonge, c'est le germe de la malhonnêteté. Qu'est-ce qu'il faut adopter comme comportement pour éviter cela? Et il va falloir quand même qu'on change de mentalité, qu'on ne cherche pas à protéger l'enfant par le mensonge. Parce qu'ils ne sont jamais protégés par le mensonge. Quand on veut parler de mensonge, ça veut dire que c'est une situation déplorable. Si c'est une situation de joie et autres, on le dit rapidement. Mais quand on commence par bégayer sur les réponses à donner aux enfants, ça veut dire que ça t'envers. On est en train de réfléchir à ce qu'on peut lui dire pour s'en débarrasser. Oh, non, un an après, je vais lui dire ça, je vais lui dire la vérité. Un jour, l'autre, je vais lui dire la vérité. Non, vous êtes déjà en train de semer le mensonge dans l'enfant et tôt ou tard, ça va réjaillir. Quand tu dis à l'enfant, j'ai quitté papa parce que il ne nous aime pas. Ça signifie quoi?
que papa ne nous aime pas, c'est pour ça qu'on s'est séparés. Quand tu lui dis ça, ça veut dire l'enfant dira que c'est lui le problème. Si lui n'était pas venu, vous serez toujours ensemble. Donc il faut déjà commencer par dire la vérité, ne pas laisser le tort sur l'autre personne. Expliquer clairement si c'est vous qui avez eu tort et autres là. Il y a des enfants qui arrivent à réconcilier leurs parents. Avec le temps, ils réconcilient les parents. Des fois, ils sont 2 ou 3, mais ils font en sorte que maman revienne à la maison et autres. Donc, il faut commencer par dire la vérité aux enfants. Le mensonge, je pense que il faut commencer par diminuer et puis petit à petit être ami avec la vérité. D'accord, ne diminuez pas le mensonge, sortez cela de votre vie. Eugénie, vous avez compris. Alors, les mensonges des parents affectent négativement le développement psychosocial des enfants. Et donc, il faut éviter d'utiliser, même quel que soit le degré du mensonge, éviter cela, essayer d'expliquer le problème à l'enfant, amener l'enfant à comprendre. Si c'est une question de santé par rapport à l'enfant, vous pensez que l'enfant ne doit pas consommer tel aliment parce qu'il s'agit de son bien-être, montrez-lui des photos qui découlent de la consommation de tels produits et voilà les conséquences. Par exemple, quand ce sont des sucreries, il y a le diabète, montrez tout ça. Un enfant peut-être qui aime sa chevelure et qui adore les sucreries, dites-lui que quand tu auras le diabète, voilà la tête que tu auras. Montrez les enfants qui sont en sous-traitement et tout ça. L'enfant comprend réellement ce qui se passe et puis va arrêter. Peut-être vous tenez les sucreries, vous dira, on ne consomme pas de sucreries. Mais il n'y a pas de photo d'un enfant né qui reste tout petit quand il mange. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas donc. Trouvez des astuces pour dire la vérité à vos enfants. Il y a toujours... Ne pensez pas que l'enfant ne comprend pas. Les enfants comprennent mieux que nous-mêmes. Et quand l'enfant te pose une question, sache que l'enfant a déjà une information, une petite information, et a besoin de compléments. Et quand vous mentez, il va juger. Et il prend ce qui est bon. Et après, il vous attend au rendez-vous. On se donne rendez-vous mercredi avec un spécialiste du domaine. On va parler de l'impact psychosocial du mensonge sur l'enfant. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à Radio Dina. Merci Eugénie Gadedisso. Merci à vous, à très vite. Merci, félicité Kekou. Merci beaucoup, bonne journée. Rendez-vous mercredi à partir de 8h pour un autre numéro de la balade matinale. Bye bye.